Aujourd'hui, on va se mettre au clair sur la théorie du grand remplacement. Ouais, on aime les sujets consensuels et pas du tout casse-gueule. La vidéo que vous allez voir, elle passe en accès libre depuis notre site Osons Comprendre. Elle nous a demandé un énorme travail de recherche qu'on ne peut fournir uniquement grâce aux abonnés de notre site. Et c'est aussi grâce aux abonnés qu'on peut se permettre de prendre des risques, de nous attaquer à des sujets compliqués, polémiques, mais pourtant essentiels. En ce moment, on lance une campagne d'abonnement à notre site. Vous nous connaissez, on n'a pas l'habitude de pleurnicher, mais en ce moment, on a vraiment besoin de votre soutien, on a vraiment besoin de faire monter notre nombre d'abonnés. Donc, si vous appréciez notre travail et que vous avez déjà hésité à voir ce qu'on produisait sur Osons Comprendre, c'est vraiment le moment de foncer, on a besoin de vous, mais revenons à la vidéo. La théorie du grand remplacement a été inventée par l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus. Cette théorie, elle est au cœur de la vision politique d'Éric Zemmour et elle a même été l'un des thèmes principaux de sa campagne pour la présidentielle de 2022. La réalité de notre remplacement. Ce fameux grand remplacement. Du grand remplacement. Le grand remplacement. De grand remplacement. Au-delà d'Éric Zemmour, le thème du grand remplacement, il irrigue en réalité toute l'extrême droite et même maintenant une partie de la droite classique. Moi, je n'ai pas peur des mots. S'il faut parler de grand remplacement, je parle de remplacement. Ce monsieur, quand il n'est pas occupé par des affaires de détournement de fonds publics, c'est l'actuel président du parti Les Républicains. Pour les valeurs républicaines, on repassera. Bon, qu'est-ce que c'est la théorie du grand remplacement ? Chacun a sa définition, ce sera pas exactement la même chose chez Renaud Camus ou chez Éric Zemmour, mais globalement, c'est l'idée qu'il y a un peuple français et européen qui est progressivement remplacé par d'autres peuples issus de l'immigration extra-européenne et particulièrement africaine. Cette idée du grand remplacement, elle articule deux dimensions principales. Une dimension culturelle et religieuse. Le remplacement d'une culture européenne et chrétienne par une culture et même une civilisation islamique. Et aussi une dimension ethnique ou raciale, d'ailleurs pas toujours assumée pour ce qu'elle est, le remplacement des blancs par des non-blancs. Le grand remplacement supposé des blancs de culture chrétienne par des non-blancs souvent musulmans serait, selon les mots de Renaud Camus, un génocide par substitution, on peut l'appeler la submersion migratoire, on peut l'appeler le changement de peuple et de civilisation, on peut l'appeler l'invasion, on peut l'appeler la deuxième occupation. C'est le drame du XXIe siècle, ou même le crime contre l'humanité du XXIe siècle. On ne saurait dramatiser, c'est une chose horrible, le grand remplacement. Génocide par substitution, crime contre l'humanité, deuxième occupation après celle des nazis, on est dans un imaginaire hyper violent de mise à mort ou d'assassinat. C'est pas vraiment étonnant que cette vision du monde ait pu inspirer l'assassinat en 2019 de 51 musulmans en Nouvelle-Zélande à Christchurch. Le manifeste où le terroriste justifie son crime de masse s'appelle le grand remplacement. Difficile de faire plus explicite comme référence. D'ailleurs, soulignons au passage que le terroriste australien était membre bienfaiteur de l'association d'extrême droite Génération Identitaire, dissous en 2021. On a les soutiens qu'on mérite. Génocide par substitution, crime contre l'humanité, c'est des formulations extrêmes, mais on retrouve ces idées de façon euphémisée chez Zemmour quand il nous répète que la France est en danger de mort, que stopper le grand remplacement est une priorité absolue au-dessus de tous les autres sujets. Il reprend même à son compte texto l'invitation à la guerre civile de Renaud Camus sur l'impossibilité de vivre ensemble. Vous le savez désormais, entre vivre et ensemble, il faut choisir. Si le grand remplacement, le fait d'être ensemble, nous empêche de continuer à vivre, c'est que les musulmans, les immigrés menacent notre survie. Il est temps maintenant de prendre Camus et Zemmour au mot et de regarder sur quoi se base cette théorie du grand remplacement. Qu'est-ce qu'elle vaut ? On pourrait s'arrêter au fait que considérer des Français de culture chrétienne et des Français de culture musulmane, des Français d'origine européenne et des Français qui viennent d'ailleurs comme fondamentalement différents, c'est un projet raciste, c'est vrai. On pourrait répondre qu'un Français de confession musulmane, né en France mais de parents nés en Algérie, comme au hasard Zinedine Zidane, c'est tout autant un Français qu'un autre Français athée, breton, né d'une famille catholique depuis 10 générations. Tout ça est vrai. Mais aujourd'hui, on veut pas s'arrêter à ce genre de réponse, on veut regarder si vraiment les faits démographiques donnent raison à l'idée de grand remplacement. On a déjà abordé dans cette vidéo la grande peur d'Éric Zemmour de voir une France à moitié musulmane en 2050. La France aujourd'hui est en danger de mort. C'est-à-dire que, tout simplement, la démographie fait l'histoire. Et aujourd'hui, la démographie, ça veut dire qu'en 2050, nous serons un pays à moitié islamique.
Ça veut dire qu'en 2100, nous serons une république islamique. Dans cette première vidéo, on a prouvé par A plus B que la démographie donne tort au fantasme d'Éric Zemmour. La France sera très loin d'être à moitié musulmane en 2050. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la découvrir. Ce qui nous occupe dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de regarder ce que la démographie peut nous dire de la dimension ethnique du grand remplacement. Pour dire les choses plus simplement, on va se pencher sur une peur, la peur de certains que les Blancs deviennent un jour minoritaires en France. Alors c'est sûr, il y a plus de Français non blancs aujourd'hui que dans les années 60-70, mais faut regarder à quel point il y en a, à quoi ressemble la France d'aujourd'hui. Et si on se projette dans le futur, est-ce que les Français blancs vont disparaître? Est-ce qu'ils vont être grands remplacés par des Noirs ou des Arabes? Si on choisit de regarder maintenant quel Français a telle couleur, telle origine, tel lien avec l'immigration, c'est pas pour les pointer du doigt, c'est pour deux raisons. D'abord, pour sortir des fantasmes et les remplacer par des faits. Quand on ne connaît pas la réalité, quand on n'a pas de chiffres, ça laisse la place aux pires mensonges et aux pires manipulations. Et deux, on pense qu'il faut regarder les chiffres pour pouvoir réfléchir sereinement à ce que signifie le métissage pour l'avenir de notre pays. Si, il y a de plus en plus de Français qui ont des origines extra-européennes, qui ont un parent, deux parents, voire même des grands-parents, qui viennent d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs, s'il y a de plus en plus de non-blancs, est-ce qu'il faut le déplorer comme un grand remplacement angoissant et menaçant, comme le font Zemmour, Camus et Ciotti ? Ou bien, au contraire, est-ce qu'il faut voir dans ces vagues d'immigration qui viennent d'Europe ou d'ailleurs un grand renforcement qui a sauvé et qui sauvera peut-être à l'avenir notre pays du déclin démographique, économique et social? Se mettre au clair sur cette théorie du grand remplacement, c'est comprendre une des lignes de fracture qu'on retrouvera au cœur des divisions politiques dans les prochaines années. C'est donc essentiel pour l'avenir de notre pays et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Et il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. En France, les statistiques ethniques ne sont pas interdites, mais fortement encadrées. Aujourd'hui, ni l'INSEE, notre institut de statistique, ni l'INED, notre institut de démographie, ni même le recensement ne classent et ne comptent les Français selon leur couleur de peau ou leur origine ethnique. Comme on ne peut pas compter les blancs et les non-blancs, on est obligé, pour analyser la dimension ethnique de la théorie du grand remplacement, d'utiliser, comme on dit, un proxy, de compter les immigrés et les descendants d'immigrés. Quelle proportion de la population française est immigrée ou descendante d'immigrés? Pour le savoir, commençons par les immigrés. Pour que ce soit super clair, on va vous représenter la France de 2020 en 100 petits bonhommes. Sur nos 100 jolis petits bonhommes en gris, il y en a 10 qui sont immigrés. Attention là, les immigrés, c'est pas seulement les étrangers. Il y a les étrangers bien sûr, mais il y a aussi les naturalisés, toutes les personnes qui sont nées étrangères à l'étranger, mais qui ont acquis plus tard la nationalité française. Ça concerne 3,5 de nos 10 petits bonshommes. C'est typiquement la situation de mon père, qui est né libanais, mais qui a acquis la nationalité française au début des années 80. Ajoutons maintenant les enfants d'immigrés, c'est-à-dire les Français descendants d'immigrés de deuxième génération. Ça, c'est aussi 10 de nos petits bonhommes. Et parmi ces 10% d'enfants d'immigrés, il y a plein de gens qui n'ont qu'un seul parent qui a immigré. Ça, c'est typiquement mon cas. Mon père est libanais et ma mère est alsacienne. Bon, est-ce que l'Alsace, c'est vraiment la France? Me posez pas les questions qui fâchent. Dès qu'il s'agit d'interviewer quelqu'un à la télé, là, on nous chie la honte. Faut toujours qu'on prenne le mec qui a le pire accent. Évidemment, et là, écoutez-moi, parce que c'est important, les deuxième génération, c'est des personnes qui sont nées en France, qui ont grandi en France, qui sont allées à l'école en France, bref, c'est des Français de culture et de droit. Essayons maintenant de remonter encore plus loin et de compter les Français descendants d'immigrés de troisième génération, c'est-à-dire celles et ceux qui ont au moins un grand-parent sur 4 lié à l'immigration. Eh bien, ces descendants d'immigrés de troisième génération, c'est aussi 10 de nos petits bonhommes. Si vous me voyez surgir dans la vidéo avec une autre dégaine et dans un autre décor, c'est parce que là, on est en 2024 et on a actualisé certaines données qui n'existaient pas encore en 2021 quand on a écrit la première version de cette vidéo. On s'est donc permis de retourner quelques passages pour vous donner les chiffres les plus précis, les plus bétons, les plus à jour. Mais revenons à notre développement.
Faisons le point, schématiquement, la France d'aujourd'hui, c'est donc 70% de gens qui n'ont aucun lien avec l'immigration sur 3 générations, et là, tous ceux qui utilisent le terme, je pense, ils seraient tout à fait chauds pour les appeler des Français de souche, et à côté, on a 30% de gens qui ont un lien avec la migration. 30%, c'est vraiment pas rien. On vérifie ici ce que disent les historiens, la France a été, durant tout le XXe siècle, un grand pays d'immigration. Notre pays, vous le voyez, il a connu 3 grandes phases migratoires. Les années 1920 et l'entre-deux-guerres avec beaucoup d'Italiens et de Polonais. Les années 1950, 70 et les 30 glorieuses avec un mélange d'Européens du Sud, des Italiens, des Espagnols et des Portugais, et aussi de Maghrébins issus des anciens protectorats ou départements français. Les années 2000-2020 enfin, avec toujours des Européens et des Maghrébins, mais aussi, de plus en plus, des immigrés venant de l'Afrique subsaharienne. Ces 3 grands moments d'immigration en France, ça nous donne nos 30% d'habitants qui ont un lien avec l'immigration sur 3 générations. On a en gros 10% d'immigrés, 10% d'enfants d'immigrés et 10% de petits-enfants d'immigrés, un très joli 70, 10, 10, 10, facile à retenir. Maintenant, faut regarder, parmi nos 30% de Français liés à l'immigration sur 3 générations, quelle est la part de l'immigration européenne, celle qui ne dérange pas Zemmour et ses amis, et quelle est la part de l'immigration extra-européenne, celle qu'il déplore. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Commençons par la 3e génération, les petits-enfants d'immigrés. Eux, ils sont surtout d'origine européenne, italienne, portugaise, espagnole ou polonaise. C'est logique, c'est les petits-enfants des vagues d'immigration anciennes des années 20, 30, 40 ou 50. C'est le cas par exemple de Steph, qui a un grand-père immigré italien dont les parents ont fui le fascisme, et une grand-mère immigrée polonaise dont les parents ont fui les pogroms. Parmi cette 3e génération, il y a aussi quelques petits-enfants des premiers immigrés maghrébins. Le vert correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. C'est le cas, par exemple, de Enzo Zidane, un des fils de Zinedine Zidane, dont le père, Zizou, est bien évidemment français, mais dont le grand-père, Smaïl Zidane, est né en Algérie, qui, à l'époque, était française. En plus de nos 8 bonhommes immigrés de 3e génération européenne, on a 2 autres bonhommes qui ont des origines du Maghreb ou de Turquie. On a évidemment arrondi tous ces chiffres pour que vous n'ayez pas des fractions de petits bonhommes. Il y a évidemment plein de Français qui ont des grands-parents originaires d'Afrique subsaharienne, d'Asie ou du reste du monde. Toutes ces stats, on les sort d'une superbe enquête de l'INSEE qui s'appelle Trajectoire et Origine, qui est menée tous les 10 ans, et la toute dernière mouture, elle a été menée entre 2020 et 2021. Les résultats commencent à sortir depuis 2022. C'est ces statistiques qu'on a ajoutées dans la vidéo. Trajectoire et Origine, c'est l'enquête de référence pour connaître les origines migratoires et familiales des gens qui habitent notre pays, mais aussi leur vécu, avec qui ils se marient, leur religion, leur vision du monde et de la France, leurs résultats scolaires, leur discrimination au travail et les discriminations en général. C'est vraiment une enquête passionnante. Mais revenons à notre portrait de la France, d'où viennent les 2e générations. Eux, ils sont 4 sur 10 à être les enfants d'un immigré d'origine européenne. Ils sont aussi 4 sur 10 à être les enfants d'un immigré originaire d'un des pays du Maghreb ou de Turquie. Les 2 derniers sont des enfants de parents de vagues migratoires plus récentes, un descendant d'immigrés subsahariens et un des restes du monde. Les restes du monde, c'est surtout l'Asie et particulièrement les ex-colonies d'Indochine et le continent américain. Avec la 2e génération, on voit en gros que l'immigration des années 70-90 attire toujours des Européens du Sud, mais aussi et de plus en plus des personnes venant des anciennes colonies françaises au Maghreb, en Afrique subsaharienne et en Asie. Enfin, regardons maintenant les immigrés. Eux, ils sont beaucoup plus souvent d'origine extra-européenne que les descendants d'immigrés. Il y a que 3 immigrés sur 10 qui viennent d'Europe, il y en a aussi 3 qui viennent du Maghreb ou de Turquie, et les vagues migratoires plus récentes se voient davantage. On a 2 immigrés subsahariens et 2 immigrés des restes du monde. Avec le tableau complet, on peut donner la proportion de la population qui a des origines extra-européennes. Sur 3 générations, on en a 7 parmi les immigrés, 6 parmi les descendants d'immigrés et 2 parmi la 3e génération, soit 15 au total. Autrement dit, aujourd'hui en France, 15% des gens ont un lien avec l'immigration extra-européenne sur 3 générations. 15%, ça veut dire en gros une personne sur 7. Si on se concentre sur les personnes qui font le plus peur à Zemmour, donc celles qui ont des origines
liés à l'Afrique ou au Maghreb. Donc en gros, les Arabes, les Noirs, les musulmans, le tout avec des énormes giga guillemets, là on tombe à 12%, soit une personne vivant en France sur 9. Voilà, avec ces stats précises, on peut en conclure que dans la France d'aujourd'hui, il y a en gros 85% de la population qui n'a aucun lien de sang avec l'immigration extra-européenne ou avec le grand remplacement sur 3 générations. Bon, déjà là, on peut considérer que les Français de souche, les Blancs ou la population majoritaire a de la marge. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge vont partager mon bonheur. Et parmi les 15% qui ont un lien avec l'immigration extra-européenne, c'est-à-dire d'Afrique ou d'ailleurs, il y en a plein qui, comme moi, ont des parents ou des grands-parents qui sont des Français de souche sans aucun lien avec l'immigration. Ces Français-là, on pourrait les appeler des métis, mais même là, ça marche pas, parce que parmi eux, il y en a plein qui, toujours comme moi, vont être perçus comme des blancs, c'est-à-dire comme des personnes faisant partie de la population majoritaire, si vous préférez le politiquement correct. Ça veut dire que nos catégories, nos manières de colorer les petits bonshommes de 2e ou de 3e génération, elles transforment en personnes issues de l'immigration, des gens qui peuvent avoir autant, sinon plus, de liens avec la population majoritaire qu'avec l'immigration. En gros, avec nos petits bonhommes, on masque la réalité du métissage, du mélange des origines qui s'est déjà produit dans notre pays. Et ce métissage, évidemment, il continue aujourd'hui. Prenons les enfants d'immigrés. Quand ils ont plus de 25 ans et se déclarent en couple, il y a 2 enfants d'immigrés sur 3 qui est en couple avec quelqu'un qui n'est ni immigré ni enfant d'immigré, donc qui est issu de la population majoritaire. Alors, ça varie un peu selon l'origine des parents, on vous invite à voir les sources si vous êtes curieux, mais globalement ce qu'on voit, c'est que les couples mixtes, le métissage, le mélange des origines, c'est pas rare du tout. Ça relativise quand même pas mal le préjugé de communautarisme. En réalité, les Français de différentes origines, ils restent pas isolés, séparés, chacun dans son coin. En réalité, ils se mélangent, ils unissent leur destin avec la population majoritaire et fondent des familles ensemble. Et si vous ajoutez à ces couples mixtes le fait que les 2e ou les 3e générations, c'est des moi, c'est des Steph, c'est des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui sont allés à l'école en France, qui ont toute leur vie ici, eh bien vous vous rendez bien compte que la séparation entre Français de souche et Français issus de l'immigration, que nous on colorie avec nos bonhommes et que Zemmour, Renaud Camus voient comme une différence fondamentale et éternelle, eh bien elle est en grande partie artificielle. Mais bon, si on admet cette séparation, on a bien environ 15% de la population qui a un lien avec l'immigration extra-européenne. Alors ok, 15% c'est pas zéro. La France est plus colorée que dans les années 50 ou même 80. Il y a plus de gens qui ont un lien avec l'Algérie, la Tunisie, la Turquie, le Sénégal, le Mali, la Chine, le Vietnam qu'il y a quelques années. Mais 15% de la population sur 3 générations et sur plusieurs décennies, c'est très loin d'un grand remplacement. C'est simplement factuel, le grand remplacement, c'est une illusion. Mais si le grand remplacement est une illusion dans la France d'aujourd'hui, peut-être sera-t-il une réalité dans la France de demain. Si, aujourd'hui, la proportion de la population liée à l'immigration extra-européenne est relativement modeste, on peut affirmer de manière certaine que cette proportion va augmenter à l'avenir. Malheureusement, aujourd'hui, il n'existe aucune projection démographique claire, chiffrée, solide qui nous permette d'indiquer quelle sera la proportion de Français d'origine extra-européenne dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans. Mais malgré ce défaut, on peut tout de même vous donner les grands facteurs qui vont augmenter la proportion de la population issue de l'immigration extra-européenne. Commençons par le plus évident, les nouveaux immigrés. Aujourd'hui, si on prend les chiffres du dernier recensement, qui compte donc les immigrés qui se sont installés dans notre pays, il y a eu 185 000 nouveaux immigrés extra-européens qui se sont installés en France en 2019. 2019, c'est une année avec un nombre d'entrées élevé par rapport à celui des 10 dernières années. 185 000, il y a de quoi se dire « Waouh, ça fait beaucoup !» C'est quand même la ville de Reims ou la ville de Toulon qui arrivent s'installer chaque année.
Là, faut dire deux choses. D'abord, le chiffre est pas mal majoré. Pas seulement parce que 2019, c'est un bon millésime, mais aussi parce que ça ne compte pas les sorties. Et ouais, chaque année, il y a 60 000 immigrés qui quittent notre pays. C'est par exemple des étudiants qui retournent dans leur pays après avoir étudié en France. Mais deuxième chose à bien comprendre, même en prenant ce chiffre majoré de 185 000 entrées extra-européennes par an, eh bien divisé par 67 millions de Français, ça ne représente que 0,27% de la population. Pas tout à fait sûr qu'on puisse parler de tsunami migratoire. Tu m'as pas exagéré, hein? La conclusion, c'est que oui, si on poursuit les flux migratoires au rythme actuel plutôt élevé, eh bien la proportion d'habitants d'origine extra-européenne, elle va augmenter sur le long terme, mais ni dans des proportions très importantes, et ni à très grande vitesse, ça va y aller mollo. En fait, la principale cause de l'augmentation sur le long terme de la proportion de personnes issues de l'immigration extra-européenne en France, c'est pas les nouvelles migrations, c'est les dynamiques démographiques internes de notre population. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, ça recommence. Partout, ils avancent. D'abord l'âge. Il faut savoir que les immigrés et les descendants d'immigrés d'origine extra-européenne sont beaucoup plus jeunes que la population générale. La part des moins de 24 ans est beaucoup plus forte chez eux et la part des plus de 55 ans beaucoup plus faible. Avec les années qui passent, les vieux, qui sont beaucoup plus blancs en proportion que les jeunes, vont mourir. Et donc, mécaniquement, la part de personnes liées à l'immigration extra-européenne va augmenter, la population générale va se colorer. La jeunesse des immigrés extra-européens et de leurs descendants, elle a une autre conséquence. Ils auront des enfants. Et ces enfants vont aussi contribuer à rendre la France de plus en plus colorée. Et les enfants, parlons-en. Qu'est-ce qu'on sait de la fécondité, c'est-à-dire du nombre d'enfants par femme des immigrés, et particulièrement des immigrés extra-européennes et de leurs descendants? La leçon n'a pas suffi. Faut dire qu'à la mémoire, on a choisi l'oubli. Cette question est importante parce qu'on entend souvent que les immigrés d'origine turque, maghrébine ou d'Afrique subsaharienne enchaînent les enfants. Non seulement les populations européennes, la hongroise, l'italienne, l'allemande, la française, font beaucoup moins d'enfants, moins que la nécessité, les fameux 2,1 de reproduction des enfants, mais qu'en plus, elles vivent sous l'invasion de gens qui viennent du Sud et qui, eux, ont une démographie archaïque, c'est-à-dire une démographie à 3, 4, 5 enfants. Bon, passons sur le terme d'invasion. Est-ce que les pays du Sud ont vraiment une démographie archaïque, pour reprendre le terme méprisant d'Éric Zemmour? En Tunisie, au Maroc, en Turquie ou en Algérie, le nombre d'enfants par femme baisse depuis longtemps et s'approche déjà des 2 enfants aujourd'hui. La transition démographique est presque achevée. Et ça serait pareil pour l'Inde, le Bangladesh ou la Chine. Bonjour l'archaïsme. Bon, c'est vrai, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, les 2 premiers pays d'Afrique subsaharienne dans les migrations récentes, le nombre d'enfants par femme reste élevé. Mais la tendance est claire, les femmes font moins d'enfants. Même quand on voit 3, 4, 5 enfants par femme, la transition démographique est à l'heure. Si vous voulez comprendre en détail cette transition démographique mondiale et cette question de la surpopulation tout en sortant des clichés sur l'archaïsme, on vous recommande cette vidéo qu'on a fait à ce sujet. Il y a de grandes chances que cette vidéo change votre vision du futur de la population mondiale et que vous n'en sortiez pas trop déprimé. Mais je vous en dis pas plus, revenons à nos moutons. Bon, là maintenant on sait que la fécondité dans les pays d'origine, c'est pas une fécondité archaïque. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître le nombre d'enfants par femme des femmes immigrées qui arrivent en France. Qu'est-ce que nous dit Zemmour à ce sujet? En France, les femmes maghrébines, algériennes, tunisiennes, marocaines et turques font 3 à 3,5 enfants par femme, alors que la moyenne française est à 1,8. Donc ça veut dire que les femmes françaises font moins. Donc il y a mécaniquement, par la démographie, le fameux grand remplacement qui s'opère. Bon là, faut avouer que les stats de Zemmour sont sourcés. Il y a bien une étude de l'INED qui donne précisément ces chiffres. Le problème, c'est que ce tableau de l'INED, il nous donne les taux de fécondité des femmes immigrées. Ils appellent ça des indicateurs conjoncturels de fécondité. Et ça, c'est un problème. C'est un mauvais indicateur qui surestime fortement le nombre d'enfants par femme des femmes immigrées. Pourquoi ?
Là, ouvrez grand vos oreilles parce que ce que vous allez entendre, presque personne ne l'explique en France. Le taux de fécondité, c'est pas la mesure du nombre réel d'enfants par femme. C'est pas la fécondité réelle, c'est une projection, c'est un calcul. Et un démographe français, Laurent Toulmont, a découvert il y a 15 ans que les règles de ce calcul fonctionnent très bien pour mesurer la fécondité d'un pays, mais fonctionnent très mal pour mesurer la fécondité de femmes immigrées. Quand on mesure ce taux de fécondité des immigrés en France, on va largement le surestimer. Pourquoi ? Parce que les femmes immigrées ont souvent moins d'enfants avant d'immigrer en France et en ont souvent beaucoup plus juste une fois avoir passé la frontière. Je vous passe l'explication de comment techniquement le calcul est biaisé. Les plus curieux pourront voir tout ça en source. Pour bien comprendre cette surestimation du taux de fécondité, on va l'illustrer à partir des femmes immigrées maghrébines. Vous allez voir, tout va être clair et sans contestation possible. Ce que vous voyez ici, c'est tiré de la même étude que cite Zemmour et c'est la descendance finale des femmes, immigrées ou non, qui sont nées entre 1930 et 1965. La descendance finale, ça veut dire le nombre réel d'enfants qu'ont eu les femmes sur toute leur vie féconde. Là, on n'est pas sur un calcul. On a constaté, après leur ménopause, combien d'enfants ont vraiment eu toutes ces femmes. Vous voyez que les immigrées maghrébines nées en 1930, elles avaient encore presque 5 enfants sur toute leur vie. Mais vous voyez aussi que ça descend super vite. Les immigrés maghrébines nés dans les années 60 ont déjà moins de 2,9 enfants par femme. On peut pas vous donner la descendance finale des femmes plus jeunes parce que justement, elles n'ont pas fini leur vie féconde. Elles peuvent encore avoir de nouveaux enfants. Mais, vu la tête de la courbe, il est probable que la fécondité réelle des immigrés maghrébines les plus jeunes soit déjà proche de 2, proche de la fécondité des femmes françaises non immigrées. Rien à voir avec le taux de fécondité de 3,5 en 2014 avancé par Éric Zemmour. 3,5 enfants par femme maghrébine aujourd'hui, c'est totalement faux. Pour les femmes immigrées, il ne faut pas retenir le taux de fécondité, mais la descendance finale. Mais sur ce coup-là, difficile d'en vouloir à Éric Zemmour, énormément de gens font cette erreur, et puis, faut dire que contrairement à nous, aller vérifier les études et les lire dans le détail, c'est pas son habitude. Ça, c'est la fécondité des immigrés et elle converge méga vite. Pour la fécondité des descendants d'immigrés, donc les deuxièmes générations, là, le débat est plié depuis au moins 10 ans. En 2010, les descendants d'immigrés maghrébines étaient déjà à 2,06 enfants par femme, soit quasiment au niveau des 1,86 enfants de la population majoritaire. Oui, pour les femmes de deuxième génération, il n'y a aucun souci à utiliser un taux de fécondité. Comme elles n'ont pas changé de pays, l'indicateur n'est pas biaisé. Bon, la conclusion de tout ça, c'est que les préjugés sur les immigrés qui enchaînent bébé sur bébé, aujourd'hui, ils ne sont plus vrais. Les enfants d'immigrés nés en France font plus ou moins le même nombre de bébés que les autres femmes. Et pour les immigrés, les femmes nées au Maghreb, la convergence, elle progresse à toute vitesse. Partout, les discours sont les mêmes. Et étrangers, tu la cause de nos problèmes. Maintenant qu'on a compris que les femmes immigrées et leurs descendantes ne vont pas faire plein d'enfants jusqu'à l'infini des temps, regardons tout de même ce qu'on sait de l'origine des bébés qui naissent aujourd'hui en France. Regardez, les naissances, ça nous donnera une idée de l'importance de l'immigration et particulièrement de l'immigration extra-européenne dans la natalité française. Les statistiques de l'INSEE nous apprennent qu'en 2019, il y avait 28% des naissances qui avaient au moins un parent immigré extra-européen contre 18% il y a 20 ans. Ces 28%, c'est les enfants de la première génération d'immigrés. Mais idéalement, si on veut regarder tous les bébés qui ont des origines extra-européennes, il faudrait aussi inclure les enfants des descendants d'immigrés de deuxième génération. Malheureusement, on n'a pas de chiffres récents pour ces bébés-là. On sait en revanche qu'entre 2006 et 2008, ils représentaient 7% des naissances. On sait aussi que la plupart de ces 7% de bébés étaient issus d'un couple mixte, un parent descendant d'immigrés extra-européens et un autre parent sans lien avec la migration. On peut donc se dire, d'après un calcul approximatif qu'on vous détaille en source, qu'aujourd'hui, en 2019, entre 35 et 40% des bébés qui naissent ont au moins un parent ou un grand-parent immigré extra-européen, selon qu'on retienne la fourchette basse ou la fourchette haute. Bon, même en prenant la fourchette haute, on remarque qu'aujourd'hui, la majorité des bébés qui naissent n'a aucun lien avec l'immigration extra-européenne.
Mais avec l'augmentation dans les naissances et la structure par âge des immigrés, il est probable qu'au bout d'un moment, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, les bébés sans lien avec l'immigration extra-européenne, donc des bébés blancs ou des bébés de souche, représentent moins de 50% des naissances. Bon, rappelez-vous, faut quand même toujours nuancer, parmi ces bébés qui vont naître avec un parent ou un grand-parent lié à l'immigration extra-européenne, il y a plein de bébés qui, comme moi, vont être perçus comme des blancs. Oui, c'est important parce que même du point de vue le plus ethnique ou raciste du grand remplacement, 35-40% des naissances, c'est un compte bien large. Mais même avec ce compte bien large, il va quand même falloir attendre des décennies avant que le français moyen adulte que vous croisez dans la rue, il ressemble aux bébés qui naissent aujourd'hui. Oui, là, il faut bien comprendre un truc. Quand on regarde les naissances aujourd'hui, on regarde en quelque sorte le destin démographique de la France. On dit destin parce que les évolutions démographiques, ce que vont devenir ces bébés et les futurs bébés qui vont naître, c'est complètement hors de portée des choix politiques. Enfin, si on s'accorde à dire que la déportation ou le meurtre de masse ne sont pas des options. Ce que les naissances actuelles et l'inertie démographique nous disent, c'est que même si on imagine qu'on fasse l'immigration zéro pendant 30 ans, même dans ce cas-là, avec l'immigration zéro, eh bien la France de 2050, de 2070, de 2100, elle sera mécaniquement plus colorée, plus métissée que la France d'aujourd'hui. Il n'y a pas de projection démographique, donc on ne peut pas vous le dire quand ça se passera exactement. Mais vous pouvez imaginer que la France à majorité métissée, ça pourrait se produire quelque part entre 2070 et 2100, bref, quand je serai super vieux ou même carrément enterré. Tu embrasses Coluche et Gainsbourg de ma part. Résumons-nous, oui, la France va bien se colorer, se mélanger à l'immigration extra-européenne, ça va prendre longtemps, mais c'est un fait démographiquement établi. C'est tellement établi que François Héran, le pape des études démographiques, aujourd'hui professeur au Collège de France, quand il abordait la théorie du grand remplacement dans son cours de 2020, il le reconnaissait lui-même. Personnellement, quand on me parle de grand remplacement, je suis d'accord avec le fait qu'effectivement la composition de la population change et évolue au fil du temps, mais ça me paraît inévitable, c'est le fait de tous les pays européens. On vous le met pas uniquement pour amener un argument d'autorité, mais aussi parce que si jamais les questions démographiques ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de suivre ses cours, c'est super clair, le mec est honnête et en podcast ça s'écoute très bien. Je vous mets le lien en description. Maintenant la question, est-ce que cette coloration inéluctable de notre belle France c'est négatif? Est-ce que c'est grave? Vu les événements, ça fait peur. On va tous être grands remplacés, préparez-vous. La théorie du grand remplacement voit dans ce changement un drame, un génocide par substitution. Elle voit dans ce futur de la France un peuple sacrifié pour laisser sa place à un autre. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que selon nous, cette interprétation, elle repose sur une énorme erreur, sur un manque cruel de compréhension de ce qui se joue avec la transition démographique. Ce grand remplacement, ce métissage progressif du peuple français sur des dizaines d'années, c'est en réalité un grand renforcement démographique. Sans ce grand renforcement, la France irait vers un déclin brutal. Sans ce grand renforcement, la France serait condamnée au suicide démographique. Si on écoute comme ça la vision d'un Éric Zemmour ou d'un Renaud Camus, si on se laisse influencer par l'idée que suggère le mot même de grand remplacement, on peut avoir le sentiment angoissant que les Français de souche vont être éliminés par de nouveaux habitants. Aujourd'hui, le peuple français est menacé de grands remplacements et de morts. Et donc, je veux le sauver. Quand on entend des expressions comme génocide par substitution, quand quelqu'un dit en meeting qu'entre vivre et ensemble il faut choisir, on peut tout à fait se faire à l'idée qu'il y a une France, la France éternelle de souche, qui est attaquée, menacée par une autre France, une France avec des Français d'origine extra-européenne, et que notre France éternelle, elle pourrait tout à fait se passer de ces derniers. Le problème, c'est que cette vision, elle n'est pas conforme à la réalité. Nos 16 bonhommes liés à l'immigration extra-européenne, ils n'ont pas remplacé, ils n'ont pas fait disparaître les Français de souche ou les Blancs ou la population majoritaire. Personne n'a été déporté, exterminé, éliminé par les immigrés et leurs descendants.
La réalité, et vous en serez convaincus dans quelques minutes, c'est que, avec la transition démographique, les Français de souche, ils font tout simplement pas assez d'enfants pour renouveler la population du pays. Sans les immigrés et leurs descendants, la France se viderait. Il y aurait progressivement de moins en moins de Françaises et de Français. Vous voyez ici les naissances et les décès en France de 1970 à 2020 et les projections d'évolution pour les 50 prochaines années. Jusqu'à aujourd'hui, les naissances dépassent les décès, mais les deux se rapprochent. Prenons l'année 2019, pas l'année 2020 parce qu'il y a eu plus de décès à cause du Covid. En 2019, il y avait 140 000 naissances de plus que de décès, mais c'est beaucoup moins qu'en l'an 2000 où l'écart était de 266 000. Autrement dit, aujourd'hui, il y a plus de bébés que de cercueils, mais plus pour longtemps. Avec le vieillissement de la population, les décès vont bientôt dépasser les naissances. Dans pas mal de pays riches, la bascule a eu lieu il y a bien longtemps. Dites-vous qu'en Allemagne, ça a eu lieu en 1972. Quand on voit les projections de l'INSEE, on remarque que pour nous, c'est vers 2035 que la démographie bascule. À partir de 2035, on aura plus de décès que de naissances et sans immigration nouvelle, notre pays va donc perdre des habitants. Ça, c'est les projections actuelles avec nos 16 petits bonhommes, nos 16% de la population liée à l'immigration extra-européenne. Mais imaginons un instant la situation démographique de notre pays sans immigration extra-européenne. Si nous avions suivi, il y a des décennies, les rêves d'immigration du Front National et les rêves actuels de Zemmour ou autres zélés de la théorie du grand remplacement. Sans les immigrés extra-européens et leurs descendants, sans moi donc, je serais pas là pour vous parler, on aurait beaucoup moins de naissances et seulement un petit peu moins de décès. Où en serait-on exactement? Difficile de vous le dire avec certitude. Évidemment, aucun organisme statistique n'imagine ce qu'aurait été la France sans immigration extra-européenne. Mais rien que pour vous, en exclusivité mondiale, on a élaboré un calcul approximatif pour vous donner un ordre de grandeur de où en seraient les naissances et les décès dans la France d'aujourd'hui sans nos grands remplaçants. Le calcul est compliqué, il y a plein d'hypothèses qu'on vous met en source pour que vous puissiez vérifier qu'elles sont bien cohérentes, mais voilà le résultat. Sans l'immigration extra-européenne des dernières décennies, on aurait déjà atteint aujourd'hui le point de bascule où les décès dépassent les naissances. Après 2020, la courbe des décès serait bien un peu plus basse, mais vous le voyez, la courbe des naissances serait elle bien plus basse que dans les projections actuelles. L'écart entre décès et naissance augmenterait donc beaucoup plus vite que dans les projections de l'INSEE. Bon, tout ça, gardez en tête que c'est nos projections de coin de table, mais ça vous donne la tendance. Une France qui aurait refusé l'immigration extra-européenne, c'est une France qui se dépeuplerait déjà et qui se dépeuplerait à toute vitesse. Il y a un pays qui est exactement dans la situation sans immigration qu'on est en train de décrire. Il s'agit d'un pays riche, d'un pays industrialisé, c'est le Japon. Le Japon, c'est un pays qui a choisi depuis de longues années d'avoir très peu d'immigration. C'est donc un exemple à suivre de l'aveu même d'Éric Zemmour. Il y a Zemmourland. C'est le Japon, mon cher François Langlais. Le Japon, depuis 40 ans, a refusé l'immigration. 3% de chômage. OK ? Avec du sous-emploi. Deuxièmement, excédent commercial. Tout ce qu'on n'a pas. Troisièmement, une sécurité absolue. Il y a des places vides en prison, mon cher François Langlais. Zemmour, là, il a raison. Le Japon n'a jamais eu plus que 1,6% d'immigrés dans sa population dans toute son histoire. Mais est-ce que ça fait rêver ce Japon Zemmourland ? Le Japon a un déficit de naissance continu et croissant depuis 2005. En 2019, il y a eu 516 000 décès de plus que de naissances. Hop, la ville de Lyon qui dégage, ou, si on veut un exemple japonais, la ville de Nagasaki qui disparaît en une seule année. Résultat, eh bien, le Japon, pays parfaitement préservé de tout grand remplacement, avec un super taux de chômage et des super places vides en prison, eh bien, ce pays, il va perdre progressivement la moitié de sa population, selon le bureau des statistiques japonais lui-même. Je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur un pays de perdre en quelques dizaines d'années la moitié de sa population. Alors super, le pays est préservé d'avoir à gérer les tensions que ça peut créer, d'être confronté à d'autres cultures, d'avoir du mélange. Mais alors, bonjour le déclin, bonjour les villes fantômes. Le Japon ne perd pas d'influence dans le monde. Il perd sa population. Mais... Exactement. Non, il perd pas sa population. Non, je suis désolé. Caramba, encore raté.
L'an dernier, le premier ministre Abe a qualifié le déclin démographique de crise nationale. C'était positif, enfin, il reconnaissait l'ampleur du problème. Autre conséquence majeure de cette dynamique démographique catastrophique, le Japon vieillit à vitesse grand V. Aujourd'hui déjà, 28,7% des Japonais ont plus de 55 ans, contre seulement 20,7% des Français. En 2070, ce sera 37,9% des Japonais qui auront plus de 65 ans. En France, ce sera simplement 28,9% d'après les prévisions de l'INSEE basées sur nos dynamiques démographiques actuelles. Je vous laisse deviner quel pays peut conserver le vague espoir d'avoir une retraite à peu près décente et quel pays est d'ores et déjà assuré de travailler au-delà de 70 ans. Quand je dis après 70 ans, c'est pas pour vous effrayer. Déjà avant le Covid, le pays était en train de discuter le report de l'âge légal de départ à la retraite de 65 à 70 ans. Et aujourd'hui, déjà, il y a de nombreuses personnes âgées qui travaillent après 70 ans pour compléter leur pension. Le montant de ma pension permet à ma famille de vivre décemment, mais ce n'est vraiment pas le luxe. Ce travail, c'est une sorte de prime. Une personne âgée sur 3 est pauvre au Japon. Pour l'anecdote tragique, c'est tellement la galère pour certains vieux japonais qu'il y en a qui font exprès de commettre des petits délits pour s'assurer une place en prison bien nourrie et au chaud. Avec cette population vieillissante et en déclin, le Japon voit son économie stagner depuis plus de 20 ans et voit son influence sur la marche du monde diminuer d'année en année. Le pire, c'est que le Japon n'est qu'au début de son dépeuplement. S'ils ne font pas méga rapidement appel à une population immigrée et jeune, le pays va droit vers de graves problèmes. Alors libre à eux de se faire harakiri entre japonais pure souche, mais moi, c'est pas l'avenir que je souhaite pour mon pays. Bon, maintenant qu'on est au clair sur les grands choix qui s'offrent à nous, il est temps de conclure notre exploration sur la théorie du grand remplacement et de vous donner notre avis. Ah! Ah, le sarrasin, messieurs, le sarrasin! Ce sont les malades! Oh! Ils sont revenus, les malades! Ils sont revenus, les malades! Ils sont revenus, les malades! Avec cette vidéo, on a compris quelque chose de très important. En France, les personnes d'origine extra-européenne sont souvent pointées du doigt et présentées comme un problème. Pourtant, on a vu que sans l'immigration passée et future, la France serait condamnée à un déclin démographique accéléré et donc au déclin économique, social et culturel. Imaginons, si la France avait choisi de rester plus blanche et moins musulmane, elle aurait surtout fait le choix de devenir, année après année, plus vieille, moins peuplée, moins forte, moins riche. Cette France plus blanche, mais plus vieille et moins peuplée, elle aurait moins d'infirmiers, moins de taxis, moins d'entrepreneurs, moins de médecins, moins de boulangers, moins de commerçants, moins d'ingénieurs, moins d'ouvriers, moins d'artistes, moins de chercheurs. Nos 30 bonhommes immigrés ou descendants d'immigrés, et parmi eux les 15 extra-européens avec tous leurs bébés, l'analyse démographique invite beaucoup plus à les percevoir comme une chance, comme un grand renforcement pour notre pays. Je vous donne mon avis, mais refuser ce grand renforcement, fantasmer un retour à une France blanche qui n'existe déjà plus, ça n'est pas vouloir protéger la France, ça n'est pas vouloir le meilleur pour son pays, ça n'est pas être patriote. C'est au contraire vouloir le déclin de notre pays. C'est priver la France de force vive pour construire l'avenir, pour faire la France de demain et même pour assurer une retraite à nos anciens. Le choix de Zemmour, selon moi, à long terme, c'est un suicide français. Le suicide français, c'est même le titre d'un de ses livres, mais selon nous, il se trompe complètement de problème. En sacralisant la France de son enfance qui n'existe déjà plus, il veut vider de ses forces la France de l'avenir. Alors bien sûr, dire ça, ça veut pas dire que l'immigration ne crée aucune difficulté, aucun problème, aucune tension qu'il nous faut résoudre. Les immigrés extra-européens et leurs descendants, ils se concentrent dans certaines régions, dans certains départements, dans certaines villes, dans certains quartiers. Ils vivent surtout dans les grandes villes, en particulier en Île-de-France, où sont installés 4 immigrés sur 10. En Seine-Saint-Denis, plus de 30% des habitants sont ainsi immigrés. A l'inverse, dans la Manche, c'est moins de 3%. Cette répartition inégale est encore plus notable quand on ajoute la seconde génération. Immigrés et descendants d'immigrés composent près des 2/3 de la population de Seine-Saint-Denis. Dans la Manche, c'est moins de 5%. Il faudrait aussi aborder les conséquences économiques de l'immigration. Est-ce qu'elle fait augmenter le chômage, baisser les salaires? Et on ne parle même pas de toutes les discriminations à l'embauche dans la vie quotidienne ou face à la police qui touchent toutes les personnes racisées, pourtant françaises, nées et éduquées dans notre pays, parce que on les considère trop souvent comme des Arabes ou des Noirs menaçants.
Face au discours de l'extrême droite, du RN à Zemmour, en passant par les multiples influenceurs d'extrême droite sur les réseaux sociaux, nous, on pense que c'est d'un très grand intérêt pour le débat public de les prendre au mot, d'aller examiner leurs théories, leur vision du monde, ce qu'ils proposent, et de décortiquer tout ça avec des faits. Pourquoi ? Parce que très souvent, leurs théories et leurs visions ne tiennent pas debout. Et quand on les examine attentivement, on se rend compte qu'elles dissimulent une grande partie du réel et que, si on les appliquait, elles enverraient notre pays dans le mur. Si cette vidéo vous a plu, et si même, pourquoi pas, elle a bousculé certaines de vos idées reçues, n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement autour de vous, ça m'étonnerait pas qu'elle puisse créer des conversations intéressantes. Et évidemment, si vous voulez ne pas rater nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou à notre chaîne en général, tout le monde vous le dit, mais vraiment ça fait une différence. Et puis, permettez-moi de vous rappeler qu'en ce moment, on est en campagne d'abonnement pour Osons Comprendre. Si vous voulez nous aider à nourrir une critique de fond de l'extrême droite, parce que c'est ça le projet et c'est ça l'enjeu, si vous voulez nous aider à résister à cet air ambiant de complaisance avec les théories et les visions du monde des Le Pen et des Zemmour et compagnie, alors n'hésitez surtout pas à nous rejoindre dès maintenant sur Osons Comprendre, on a vraiment besoin de votre soutien. Sans vous, sans vos abonnements, sans votre soutien, ça va être très dur de prendre le temps pourtant nécessaire pour examiner avec rigueur leurs préjugés. Ça va être très dur de prendre le temps de vous fournir les armes d'autodéfense intellectuelle pourtant indispensables en ces temps où malheureusement la haine et le ressentiment ne font que progresser. Donc si jamais vous appréciez notre travail et notre ambition et que vous avez déjà hésité à aller voir ce qu'on fait sur Osons Comprendre, c'est vraiment le moment de nous y rejoindre. Ça commence à partir de 3 €, le premier mois de découverte du site, il est gratos, donc vous pouvez entrer, faire un tour, regarder les vidéos et ne rester que si ça vous plaît. Mais nous, on est convaincus que vous allez trouver votre bonheur avec les plus de 100 vidéos qui s'y trouvent et on vous remercie d'avance infiniment pour votre soutien. Et je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, ici ou sur Osons Comprendre. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous.